La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Bienvenue à cette rencontre. Ici Robert Aubin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre tête-à-tête que vous propose La tête dans les nuances. Aujourd'hui, on a le plaisir de plonger dans l'univers de Maître Louise Cordeau. Madame Cordeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Bien, le plaisir est partagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Je commence tout de suite en vous disant, dans votre rôle de mentor auprès des jeunes femmes qui souhaitent se lancer... je dirais même des jeunes femmes professionnelles, parce que c'est nettement plus large que le domaine politique. Vous avez dit, et je vous cite dans un papier que j'ai trouvé, dont on vous autorise la création, vous dites « Il ne faut jamais sous-estimer chacune des responsabilités qu'on peut tenir et ne pas tenter de les lier les unes aux autres. » Il n'y a pas là comme un genre de dichotomie à considérer que tout est important, sans faire de lien entre les différentes expériences. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et j'aimerais savoir votre éclairage. Ça doit faire longtemps, là, cette phrase-là ne me revient pas nécessairement en tête, mais... Si elle est caduque, on peut passer à la deuxième question. Mais en fait, au contraire, toutes les expériences sont utiles. Toutes les expériences sont utiles, mais en même temps, il ne faut pas penser que parce qu'on a agi dans telle circonstance de telle façon qu'on peut le reproduire dans une autre façon parce que c'est un environnement qui peut être différent. Ça peut être des collègues différents, ça peut être des enjeux différents. Donc, pour moi, encore aujourd'hui, je me pose des questions. Je ne prends pas nécessairement pour acquis que la réflexion ou le geste que j'ai posé il y a 10 ans est encore pertinent et meilleur. Les milieux changent. Les enjeux changent aussi, le temps change. Alors, je pense qu'il faut à chaque fois prendre nos nouvelles expériences avec une panoplie d'enjeux qui sont peut-être anciens, peut-être nouveaux, mais il faut les aborder d'une nouvelle façon. Mais est-ce qu'au fil des expériences ou des domaines que l'on parcourt, on doit en arriver tout de même à développer un certain nombre de compétences, ce qu'on appelait des compétences transversales en éducation, c'est-à-dire des compétences sur lesquelles on sait pouvoir compter d'une fonction à l'autre? Bien, on les internise, je dirais, ça devient comme un réflexe. Ces compétences-là font en sorte que on peut agir avec parfois plus rapidement, parfois avec plus de sécurité, parfois en ayant l'impression de moins prendre de risques. Oui, c'est sûr qu'au fil du temps, on acquiert de l'assurance, mais on peut se remettre en question. Je le disais lors de la table ronde, je le disais en ouverture de cette émission, vous êtes reconnu comme mentor pour plusieurs femmes. Au moment où vous avez commencé une carrière dans plusieurs domaines, parce que vous avez fait plusieurs secteurs différents, on peut parler du journal, de la télévision, de la politique, vous avez brisé des plafonds de verre presque à chaque fois. Alors, votre mentor, à vous, s'appelait-il Fabien Cordeau? Oui. Et ça se transmettait comment? T'es capable. Aussi simple. Oui. Voilà. J'ai eu des parents, là. Mon père, oui, mais ma mère, mon père était très engagé dans la vie politique et sociale. Donc, je suis née dans la potion magique. Mais ma mère aussi était une femme très engagée. Elle faisait des repas pour les personnes plus démunies à la maison, puis avant que les papas roulantes existent. Alors moi, je suis née dans un cercle où on est engagé dans notre société, dans un cercle où on est choyé, puis on redonne. Mais on ne redonne pas parce qu'il faut le faire. Ça fait partie de l'être humain. Alors, moi, je ne me suis jamais posé de questions sur si je m'engage, qu'est-ce que ça va me donner, pourquoi je le fais, à quoi ça va servir. Non, ça fait partie de qui je suis. Et la plus grande inspiration que j'avais était effectivement mon père. Et dans cet esprit où on fait les choses par conviction, est-ce que les plafonds de verre, vous les avez vus
comme des choses à faire éclater, ou bien c'est les autres qui vous ont dit... C'est les autres. Vous venez de faire éclater un... Ce sont les autres, puis je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque j'ai été nommée comme chef de direction et éditrice du Journal de Québec, avant ma nomination, on m'a transmis le communiqué de presse et aussi la nomination qui serait dans le journal le lendemain matin. Je reçois ça, je me souviens très bien où j'étais. Puis ça commençait par première femme éditrice et chef de la direction depuis la création du journal en 1967. Je me souviens, j'ai appelé le vice-président aux communications, puis j'ai dit, es-tu vraiment obligé d'écrire ça? Bien, il dit, oui, c'est significatif. Mais pour moi, c'était pas un enjeu. Je faisais rien de spécial. J'allais accomplir des fonctions. Mais il faut remonter aussi. J'étais en relations industrielles en 1978, mon baccalauréat en relations industrielles. Et on était très, 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 très peu de femmes. Même que un des éminents professeurs, l'abbé Dion, qui était reconnu dans le domaine des relations de travail, disait, messieurs, dans les cours, parce qu'il n'y avait jamais eu de femmes ou à peu près pas, moi, je représentais les étudiants. Puis j'ai jamais eu dans ma carrière à me dire ou à me poser la question, est-ce que je le fais ou je le fais pas parce que je suis une femme? Est-ce que ça va m'empêcher de faire quelque chose parce que je suis une femme? Je suis choyée. Je n'ai jamais eu à traverser ces obstacles. Si vous permettez, je vais aller à la fin de ce communiqué-là. Le lendemain, au moment où il est publié, elle est là, la phrase, ou elle n'y est plus? Elle y est. Elle y est? Bien, c'est vrai que c'est significatif. Absolument. Mais pour moi, c'est comme j'ai eu une mentorée, puis elle le dit, là, donc je peux en parler, qui a été la première femme présidente de la Chambre de commerce de Québec. Puis à un moment donné, on la présentait toujours comme ça, puis c'était comme, ben, c'est correct, vous l'avez dit, là, mais je suis autre chose que ça. Donc, mais je pense que c'est important de dire que oui, on a franchi certaines étapes, des plafonds de verre, ou je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression des planchers collants. Non. Mais ça peut être aussi une expression et ça définit quoi, le plancher collant? C'est qu'on ne peut pas aller plus haut? C'est-à-dire, on est pris là, tu sais, puis pour plusieurs raisons. Donc, dans ce contexte-là, moi, je ne mettais pas d'emphase là-dessus, mais je peux comprendre. Puis, ils ne m'avaient pas choisi parce que j'étais une femme, mais j'étais la première femme. Et là où j'allais avec la question, c'est au moment où cette phrase demeure dans le communiqué, est-ce que vous prenez conscience que vous devenez un modèle? Non. Honnêtement, non. Parce que c'était pas la première fonction que j'occupais où j'étais une des premières femmes. Donc, pour moi, c'est pas tant la notion de modèle, mais c'est la notion d'agir. Puis je pense que c'est en agissant qu'on peut inspirer, qu'on soit un homme ou une femme. Aujourd'hui, oui. Vous le savez que vous êtes un modèle, que plusieurs femmes vous regardent en disant, voilà, si c'était possible pour elle, c'est possible pour moi. Et la ligne est tracée. Probablement. Bien, on me le dit lorsqu'on me rencontre. Ça me surprend toujours beaucoup. Mais je peux comprendre parce qu'il y a un parcours, parce qu'il y a des réussites, parce qu'il y a de l'engagement. Oui, je peux le comprendre, mais pour moi, ça ne me valorise pas particulièrement. Ben moi, je vous le dis quand même. Merci, c'est Alors, gentil. vous en faites ce que vous voulez après. On va revenir un tout petit peu sur vos études et sur ces liens dont on parlait tantôt, qu'il faut faire ou ne pas faire entre les différentes expériences professionnelles qu'on a. Vous, dans votre survol académique, vous avez une formation en relations industrielles et une relation en droit. Une formation en droit. J'ai un bac en droit. Oui, ben, j'ai une formation... OK, non, c'est parce que oui, vous avez dit bac une relation. en relations industrielles. Oubliez. Pas grave. Je me répète. Bac en relations industrielles, bac en droit. Oui, et barreau. Et barreau. Alors, vous êtes maître. Pourquoi j'ai dit maître Cordeau et non madame Cordeau. Est-ce que dans votre chemin en politique particulièrement, est-ce qu'il y a d'abord un lien à faire entre ces deux secteurs d'études qui, a priori, pourraient donner naissance à des carrières diamétralement séparées? En fait, moi, j'ai choisi de faire du droit parce que
Des enseignants me disaient, Louise, tu dois aller en droit. J'avais des personnalités que j'estimais beaucoup qui me disaient, Louise, il faut que tu fasses ton droit. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est un de mes plus grands regrets. Alors, j'ai fait mon droit. Puis aussi parce que j'aimais beaucoup les relations de travail. Puis on me disait, bien, si tu veux faire des relations de travail, si tu as ton droit, ça va être utile. Mais ultimement, je ne voulais pas être une avocate qui plaidait, qui se rendait en Cour suprême, là. Moi, c'était la gestion qui m'interpellait. C'était de travailler avec des êtres humains. J'ai pratiqué le droit, j'ai aimé ça, j'ai représenté des clients, j'avais une belle carrière, mais c'était la gestion qui m'interpellait. Et lorsque j'ai commencé à agir comme directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale, bien, c'est un rôle de gestion. L'Assemblée nationale, c'est le ministère de tous les députés, au fond. Absolument. Et avec plusieurs directions, il y a un secrétaire général, il y a un président, donc il y a une équipe, il y a un bureau de direction. Alors, c'était une façon de relier les relations industrielles et le droit, parce que le droit parlementaire existe aussi. Le président rend des décisions. Puis les relations industrielles, tout le côté gestion, le côté accompagnement des ressources humaines, des relations de travail, des relations avec les syndicats. Donc, pour moi, toute ma carrière professionnelle, j'ai allié les deux formations que j'ai choisies. Et le fait marquant d'avoir complété des études en relations industrielles, c'est quoi l'outil principal que vous retirez de cette formation-là par rapport à celui du droit? Oh mon Dieu, les relations industrielles, je pourrais vous en parler pendant tout un autre segment d'émission. On va prendre au moins quelques minutes. Mais pour moi, les relations industrielles, lorsqu'on connaît le programme de relations industrielles, bon, on fait de l'histoire, on fait de l'anthropologie, on fait de la sociologie, on fait de la statistique, on fait des relations de travail, on fait de la négociation collective. Donc, c'est un baccalauréat qui est avec plusieurs couches de savoir, je dirais, qui foncièrement touchent la gestion et l'être humain. Et donc, les relations industrielles, pour moi, c'est le fondement de ma quotidienneté aussi, en termes de gestion, en termes de décision, en termes de leadership, en termes de capacité d'inspirer des équipes, de prendre des décisions, de discuter avec des syndicats. Donc, c'est la quotidienneté d'une gestionnaire, pour moi. Je reviens sur votre expérience de directrice de cabinet de la présidence de l'Assemblée nationale pour élucider une question qui me taraude. Est-ce que le cabinet de la présidence de l'Assemblée nationale, c'est pas aussi, entre guillemets, le cabinet des affaires étrangères? Parce que le Québec n'étant pas un pays, on n'a pas de ministre des Affaires étrangères, mais il y a beaucoup de relations internationales qui sont tissées par le Québec. Mais le Québec a un ministre des Relations internationales. Ouais. Oui, il y a un ministre des Relations internationales qui représente le gouvernement parce qu'on fait partie de plusieurs organisations, entre autres la francophonie. Mais l'Assemblée nationale, c'est aussi, a beaucoup de relations internationales avec l'ensemble des parlements de la francophonie, avec plusieurs autres parlements avec qui ils ont des ententes bilatérales. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'international qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, le Québec, nos institutions, les institutions dont on s'est doté, je pense au commissaire au lobbyisme, je pense au protecteur du citoyen, je pense au directeur général des élections, inspirent plusieurs pays dans le monde. Et toutes ces institutions-là relèvent de l'Assemblée nationale. Alors, c'est sûr qu'à l'international, l'Assemblée nationale c'est parlementaire et la présidence de l'Assemblée nationale sont très actifs. Je posais la question parce que dans une autre vie où j'étais aussi sur des comités à l'international, j'ai croisé très souvent les présidents de l'Assemblée nationale, que ce soit M. Chagnon, que ce soit M. Paradis par la suite. Et je me disais, comment se fait le partage des responsabilités entre le bureau du président de l'Assemblée nationale et le ministre des Affaires intergouvernementales? C'est la différence entre l'exécutif et le législatif. Donc, les parlements au niveau de l'Assemblée, les assemblées nationales, c'est au niveau législatif, au niveau parlementaire. Puis, le gouvernement du Québec agit aussi au niveau législatif, mais agit au niveau exécutif.
Donc, on a quand même, le Québec a plusieurs délégations du Québec dans le monde, donc rayonne aussi dans le monde via ces délégations. Merci d'avoir parfait ma connaissance. Je reviens sur cet accompagnement que vous offrez à plusieurs femmes et j'ai lu un autre papier dont j'espère que vous vous rappellerez, où vous donniez 8 conseils pour celles qui souhaitent atteindre les sommets. Déjà, ça semble éclairer le lanterne. Je les ai tous lus et j'ai fait mon propre top 3. Oui. Alors, vous me direz si vous partagez mon podium ou s'il y a plus important. Mais le premier que j'ai retenu, c'est ne pas attendre d'être parfaite. Ça, je me suis reconnu. En tout cas, je ne pense pas que ce soit exclusif aux femmes, mais ne pas attendre d'être parfaite. Le deuxième que j'ai retenu, apprécier ce qu'elle réalise maintenant et non l'objectif à atteindre dans 10 ans. Oui. Et mon troisième, c'était s'engager socialement, car on reçoit toujours plus que ce que l'on donne. Et ça, je m'y reconnaissais aussi parce que c'est du vécu. Et je me dis, est-ce que c'est là le cœur des conseils ou encore plus important que les 3 que moi j'ai retenus? Non, ces 3-là. Puis je dis souvent, on ne sait jamais à côté de qui on s'assoit parce que il y a parfois des relations qu'on noue qui peuvent être utiles dans nos carrières, mais j'ai rencontré trop de jeunes femmes qui avaient la notion de réussite de carrière en fonction d'un titre ou d'un poste. Et la vie ne fait pas toujours en sorte que le titre, le poste qu'on convoitait ou pour lequel on pensait que c'était un summum dans notre carrière, ça n'arrive pas toujours. Pour toutes sortes de raisons qui sont souvent pas de notre compétence. Et d'apprendre à être heureux là où nous sommes et de ne pas espérer la réussite dans, comme j'ai dit, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, si on atteint un titre ou un autre. Et parfois, je parle aussi du syndrome de la carte d'affaires. Est-ce qu'on fait les choses parce qu'elles représentent foncièrement un intérêt pour soi ou parce que notre carte d'affaires va représenter quelque chose d'important pour les autres? Et il faut se ramener souvent à notre propre désir de grandir, d'être motivé et d'aimer ce qu'on fait et non pas de se projeter dans le succès ou la réussite de quelqu'un d'autre. Et l'élément de l'engagement, ben moi, on a commencé l'entrevue avec ça, c'est mon ADN. Je retire autant, sinon plus, à travers l'engagement qu'à travers une carrière. Vous avez déjà songé à faire psychologie en plus de relations industrielles et droit? Je pense que vous auriez un talent inné. En tout cas, vous avez une sagesse qui prête à ça. Je vous amène à un tout autre... On a beaucoup parlé d'équité lors de notre table ronde. J'aimerais maintenant parler d'égalité. Peut-être qu'on pourra faire la distinction entre les deux, parce que lors du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme est parue la bande dessinée Cap Égalité. Alors, une première question d'ordre tout à fait technique. Est-ce que c'était une commande du statut ou c'était une proposition que vous avez reçue et que vous avez mis en place? Et quelle est l'importance que vous accordez à cette bande dessinée, toujours disponible, je tiens à le dire? C'était mon plus grand rêve pour le 50e anniversaire du Conseil. Lorsqu'on, avec l'équipe, on a réfléchi à différentes actions, il y avait 3 éléments qui, pour moi, étaient essentiels, dont une bande dessinée. C'est-à-dire, je n'étais pas rendue à la bande dessinée. Je voulais que notre legs, notre plus grand legs pour le 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, soit un legs dédié à la jeunesse. Il y en a qui auraient pu penser à une statue, mais moi, je voulais un legs dédié à la jeunesse. Et à travers... Et pas que la jeunesse féminine, la jeunesse. On a parlé aussi, durant notre rencontre précédente, d'éducation. Bien, c'est le gros mot à retenir, là. C'est des lettres qui doivent nous envahir l'éducation chez les jeunes lorsqu'on parle d'équité ou d'égalité. Donc, j'avais un grand rêve et j'ai dit à l'équipe, je souhaite qu'on fasse quelque chose pour la jeunesse
on est passé à travers un livre, on est passé à travers différents outils pour consulter des spécialistes puis savoir que c'était les bandes dessinées qui fonctionnaient le mieux pour les jeunes de 8 à 12 ans à peu près. Et donc, on a fait un contact avec Anne Villeneuve, qui est une illustratrice. Et on a bâti l'idée là, des jeunes qui embarquent sur un paquebot, qui vivent des stéréotypes, qui vivent aussi, qui apprennent à vivre ensemble, le vivre ensemble, qui traversent différentes épreuves. Donc, cette bande dessinée-là, c'est l'œuvre du conseil, de son équipe, mais c'était la volonté de la présidente. Voilà qui est bien noté. Et je vous dirais, aujourd'hui, dans une société où certains courants qu'on qualifie de droite, je ne sais pas si c'est la bonne qualification, mais semblent nous éloigner de ce concept d'égalité, cette bande dessinée est tout aussi importante et pertinente. Quel en est le rayonnement qu'on peut en faire maintenant? Est-ce que c'est largement distribué? Est-ce que c'est disponible dans les réseaux scolaires? La bande dessinée qui a été publiée aux Publications du Québec est disponible via les Publications du Québec. C'est dans des librairies, via aussi le site des libraires, on peut la commander. Récemment, on a fait un envoi à toutes les bibliothèques du Québec. Et on a aussi un réseau d'enseignantes. Là, donc. Mais le beau cadeau qu'on s'est donné, c'est que cette bande dessinée-là n'est pas périmée dans 6 mois, dans 8 mois ou dans 1 an. On pourrait presque dire tristement, parce que la question se pose toujours. Peut faire le tour de la francophonie. Absolument. J'ai récemment rencontré la présidente de l'Assemblée nationale française, puis elle est partie avec des copies de la bande dessinée. La bande dessinée voyage aussi. La bande dessinée n'a pas de frontières. Donc, et c'est certain que quelqu'un qui dit, par exemple, un parent ou un étudiant ou peu importe, qui veut parler de diversité, d'ouverture, de vivre ensemble, bien, c'est un outil extraordinaire. Et on a parlé abondamment de parité lors de notre table ronde. Mais j'imagine que si on inculque très jeune le concept d'égalité, la parité, ça va de soi par la suite? Bien, ma fille enseigne en première année. Puis elle parle de ses enfants, de ses élèves comme des êtres humains. Donc, je pense que ça s'apprend. Il y a des tas de livres actuellement aujourd'hui qui sont dédiés à la jeunesse sur l'ensemble de ces valeurs-là. Moi, j'aime beaucoup parler d'équité parce que l'équité, c'est aussi permettre à chacun ou à chacune de se réaliser dans, par exemple, les femmes. On a fait un avis sur la relève agricole féminine. C'est sûr qu'il n'y aura pas 50 % de femmes en agriculture, mais les femmes qui souhaitent se lancer dans le domaine agricole, elles doivent pouvoir le faire. Les femmes qui veulent travailler dans les métiers d'urgence le font de plus en plus. Les femmes dans l'industrie de la construction le font de plus en plus. Est-ce que c'est important qu'il y ait 50 % de femmes dans ces domaines-là? Évidemment, non. Est-ce que c'est important que celles qui souhaitent y accéder puissent le faire? Oui. J'ai profité de cette présentation de votre fille qui est enseignante. Je ne sais pas si c'est Marie ou Élisabeth. C'est Marie. C'est Marie. Et je me disais... De toute évidence, quand je lisais sur vous, je me disais, c'est sûr que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre et ça part de votre père, vous, vos enfants, mais je me disais, cet apprentissage à l'égalité qu'elle fait très certainement dans ses classes, est-ce qu'elle aurait reçu exactement le même bagage si vos enfants s'étaient appelés Jacob ou Jean-Pierre? Autrement dit, est-ce qu'il y a une façon différente d'éduquer les jeunes garçons au principe d'égalité? C'est difficile pour moi de vous le dire parce que j'ai 2 filles. Mais vous avez certainement une opinion sur le sujet. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas à apprendre à mes filles, elles n'ont qu'à nous regarder aller, leur père et moi, pour savoir que tout est possible. Est-ce qu'on doit les éduquer différemment? Évidemment que non. Est-ce qu'on doit leur apprendre les mêmes valeurs d'ouverture, les mêmes valeurs que tous les êtres humains ont dans une société? Oui.
Mais je ne suis pas une spécialiste en éducation et j'oserais pas me lancer dans les différences entre les approches qu'on devrait avoir. Mais je pense que l'approche, la socialisation, on sait qu'on socialise souvent différemment les filles des garçons. Puis je vais peut-être vous faire rire, mais des fois on dit « elle est belle comme sa mère, puis il est fort comme son père ». Juste cette phrase-là est tellement parlante. Alors, toute cette socialisation-là, on a beaucoup de chemin à faire dans notre société, mais déjà, les manuels scolaires, la façon dont on enseigne aux enfants, je pense qu'on a fait de grands bouts de chemin par rapport aux valeurs d'égalité. Une toute dernière question, parce que le temps file, mais j'en aurai plein d'autres. Vous arrivez à une étape de votre carrière où les reconnaissances se multiplient. On peut penser à la médaille du Conseil du barreau du Québec, chevalière de l'Ordre national du Québec, chevalière de la Légion d'honneur française, chevalière de l'Ordre du mérite français, femme de mérite WYCA, et je pourrais continuer. Comment on conjugue avec de telles reconnaissances? Bien, j'en ai reçu une récemment et à chaque fois qu'on m'a épinglé une reconnaissance, j'ai pensé à toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui m'ont permis de réaliser de beaux grands projets. J'ai cofondé une école primaire privée à Saint-Hyacinthe, la Petite Académie. J'ai inventé à Québec une activité qui existe depuis 15 ans qui s'appelle Québec Ville en rose, où la Ville de Québec s'illumine en rose au profit du Centre des maladies du sein. J'ai travaillé professionnellement avec des équipes dédiées, des équipes engagées, des équipes qui embarquaient dans des projets. Le 400e anniversaire de la Ville de Québec avec Radio-Canada, ça a été extraordinaire. On ne peut pas recevoir ces reconnaissances-là sans penser qu'elles doivent être partagées avec toutes les personnes qui ont croisé notre route. Eh bien, pour ma part, j'ai peu à vous offrir, sauf mon immense reconnaissance d'être passé sur notre plateau. Et c'est ainsi que se conclut notre tête-à-tête. Merci beaucoup, Maître Cordeau. Merci, c'est un plaisir. Partagé.